Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Une petite vidéo que je vais teinter d'un peu de sociologie, ça fait un petit moment. Mais pour autant, je vais quand même vous donner des nouvelles de mes histoires de transport en commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, il est à demi réglé, c'est-à-dire que le principal souci de la non-reconnaissance de mon badge dans les beepers est réglé à un endroit, mais depuis que c'est réglé au premier endroit, ça ne marche plus, au deuxième endroit, alors que jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. Et donc quand j'ai contacté la compagnie de bus, ils m'ont fait savoir que j'étais pas le seul qui subissait ces désagréments, et qu'en gros, je pouvais passer chez eux et ils me fileraient une contre-marque. Chose que je n'ai pas encore pu faire à cause d'histoires d'horaires qui coïncident pas. Toujours est-il que ça me fatigue d'avoir le sentiment d'être une espèce de fraudeur malgré moi, puisque je me retrouve à prendre le bus sans avoir pu valider mon trajet, alors que dans le fond je sais que j'ai payé, etc. Et ça m'ennuie un peu. Ce qui me permet de renouer un petit peu avec la thématique de la sociologie de façon générale. Je vous avais fait une vidéo où j'évoquais les questions de normes et de déviance. Pour rappel, les normes sont des constructions sociales, ce sont des règles sociales, ce qui nous permet de vivre en société, inculquées au travers de la socialisation tout au long de la vie. Ces normes sociales sont relatives au contexte dans lequel elles s'inscrivent. Évidemment que la norme d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a 30 ans, comme ce sera encore différent dans 30 ans. Tout au long de la vie, on nous transmet, on nous inculque ces règles sociales, soit parce qu'elles sont nommées, soit parce qu'elles sont implicites, on les a intériorisées, et par là même, on prend également conscience des conséquences si on devait s'écarter de ces normes-là. L'existence d'une norme n'a de sens que par le simple fait qu'il existe un non-respect de cette norme, qu'il existe une déviance. Donc, la légitimité d'une norme sociale tient surtout dans ces écarts. C'est en ce sens-là que le vieil Émile Durkheim expliquait bien que le crime est un phénomène normal. Le fait qu'il y ait beaucoup de crimes, là, ça deviendrait pathologique. Mais le crime en tant que tel est une donne tout à fait normale qui nous permet de vérifier l'importance et la légitimité de l'appareil judiciaire et donc des normes. Et donc à partir du moment où on s'écarte des normes, automatiquement, on est considéré, on est taxé de déviant. Ceci étant dit, j'aimerais bien vous évoquer un sociologue qui a beaucoup contribué aux réflexions concernant les phénomènes de déviance, Robert King Merton, qui a développé à partir des années 30-40 vraiment sa théorie de la tension. Il explique que les gens vont subir une tension entre les objectifs qui sont valorisés par la société et les moyens dont toi tu disposes pour atteindre ces objectifs. Quand il y a un décalage entre les moyens dont tu disposes et ce qui est attendu, automatiquement c'est ça qui peut générer le fait d'avoir recours à certaines formes de déviance. Si bien que lui, il va t'expliquer que le simple fait de t'écarter de la norme, c'est quelque chose qui est structurellement imposé par le corps social sur les individus. Et donc face à cette tension, Robert Merton va identifier 5 comportements, je dirais 5 réactions de la part des individus. Il y aurait d'abord les conformistes, ça va être les gens qui suivent les objectifs qui sont valorisés par la société, et pour y parvenir, ils utilisent des moyens légitimes reconnus par la société. Pour réussir dans ta vie, financièrement, il faut travailler. Voilà. Il identifie également les innovateurs. Donc là, on serait face à des personnes qui reconnaissent les objectifs culturellement valorisés par la société, mais pour atteindre ces objectifs, ils utilisent des moyens qui ne sont pas légitimes. Par exemple, l'objectif de réussir financièrement, ok, celui-là, il est intégré. Par contre, on va utiliser des combines malhonnêtes, comme la fraude, etc. Et il y a aussi les ritualistes. Alors ceux-là, les ritualistes, en gros, ils ont abandonné l'idée d'atteindre l'idéal porté par la société. Par contre, ils continuent d'utiliser des moyens légitimes pour vivre leur vie. En gros, tu es au taf, tu fais ce que tu dois faire, tu suis les règles qu'on t'impose, mais finalement, tu n'as pas plus d'ambition que ça. Le 4e type de comportement, ce serait ceux qu'on dira en retrait. Ce sont des retraités, mais ça se rapproche quand même d'une forme de marginalisation, puisque à la fois, ils vont
rejeter les objectifs culturellement admis, mais également le recours à des moyens légitimes pour vivre leur vie. Et la dernière catégorie, ce sont les rebelles. Ceux-là, non seulement ils rejettent les objectifs et les moyens pour y parvenir, mais en plus, ils vont chercher à instaurer un nouveau système. C'est ce qu'on retrouvera dans certaines formes d'activisme radical. Et donc, Robert Merton, il explique que ces attitudes, ces comportements vont être des réponses des individus aux pressions qui pèsent sur eux dans un contexte où je dirais que la répartition des chances est inégalement distribuée en fait. Je pense qu'on peut relier ça avec le concept de frustration relative qui traduit un peu ce décalage qu'il va y avoir entre ce que les individus estiment pouvoir recevoir et ce qu'ils ont vraiment. La théorie de Merton est intéressante, même si elle tend à dédouaner en fait l'individu d'une part de responsabilité et de libre arbitre dans ses actes. Mais je pense qu'il faut aussi la relier avec d'autres, je dirais d'autres apports d'autres sociologues sur ces questions de déviance, notamment Howard Becker qui expliquait bien qu'en fonction de la manière dont toi t'es étiqueté, un acte que tu vas commettre, il va être considéré plus ou moins déviant par le corps social, et qu'en fonction de la place que tu as, ce ne sera pas forcément la même réponse sociale. Mais il y en a un autre que j'aime bien qui s'appelle Robert Agnew, qui lui a repris la théorie de la tension de Merton. Et donc si lui il est ok pour dire que les formes de déviance vont puiser leur causalité sur la structure sociale et le décalage qu'il va y avoir entre l'idéal à atteindre et les moyens dont tu disposes, lui il va rajouter une autre donne qui est le facteur de stress. C'est-à-dire que lui, il va identifier 3 formes de tension qui vont amener des comportements déviants. Le premier étant l'échec dans l'atteinte d'objectifs. Si tu ne peux pas répondre aux normes sociales, si tu ne peux pas atteindre l'idéal social, tu ressentiras de la frustration, un sentiment de colère qui va t'amener à recourir à des comportements déviants pour compenser cet échec. La deuxième source de tension est ce qu'il nomme la perte de stimuli positifs. C'est-à-dire qu'ici, on va imaginer un événement qui va arriver dans la vie de quelqu'un, un événement négatif, comme le décès d'un proche, la perte d'un emploi, une rupture quelconque, et qui provoquera un tel chamboulement et une telle douleur à l'intérieur des individus qui vont recourir à des comportements déviants pour soulager la douleur. Donc dans la première tension, tu as l'idée de compenser un échec, dans la seconde de soulager une douleur, mais il faut aussi compter avec la troisième source de tension qui est l'exposition à des stimuli négatifs. On peut imaginer des situations de violence, de harcèlement, enfin bref, la personne est exposée à des stimuli qui sont négatifs. Et selon Robert Agnew, la réaction face à ça serait un comportement déviant qui viendrait comme un mécanisme de défense. Donc on a bien 3 objectifs qui sont cherchés par l'individu lorsqu'il s'adonne à des comportements déviants: compenser un échec, soulager une douleur, se défendre. Alors là-dessus, c'est vrai qu'on joue un peu sur les mots parce que j'ai l'impression que tout se rejoint. Et Robert Agnew, il précise quand même que c'est pas si tranché et que ça va varier selon tes ressources personnelles, ta manière d'interpréter les situations et également les stratégies que tu mets en place usuellement quand tu es face à une situation de stress. Et donc finalement, moi je trouve ça hyper intéressant, le fait de se dire que parfois on va s'écarter de la norme, et je pense que des personnes qui sont TSA s'écartent très souvent de la norme, sachant qu'il ne s'agit pas ici de rapport à la loi, il ne s'agit pas forcément de commettre des délits, tout simplement d'être étiqueté à un moment comme quelqu'un qui ne rejoint pas les rangs. Et pour faire le pont avec l'autisme, le TSA, etc., j'aime bien me dire que peut-être que des personnes qui présentent un TSA se retrouvent confrontées aux 3 formes de tension que je viens de nommer, à savoir l'échec dans l'atteinte d'un objectif qui serait culturellement valorisé, qui correspondrait à un idéal social pour lequel on va avoir un peu de pression. Le simple fait d'être exposé à la perte de stimuli positifs ou d'être exposé à des stimuli négatifs, quand je pense à ça, je peux même penser à la sensorialité. Automatiquement, ça peut amener
à avoir besoin, par défense, bref, pour compenser, j'en sais rien, à recourir à des stratégies d'adaptation et qui finalement relèveraient de ce qu'on pourrait appeler de la déviance par rapport au corps social. Et si on reprend les 5 comportements des individus selon Robert Merton, mais moi je me situe où en fait? Est-ce que je suis un conformiste? Est-ce que je suis un ritualiste? Est-ce que je suis un retraité? Est-ce que je suis un rebelle? Ou alors est-ce que je suis un innovateur? Bref, j'en sais rien. Toujours est-il que parfois je sais que je vais avoir des réactions qui vont se décaler de ce qui est attendu, même des petites choses qui tiendront moins de ma propre volonté que du contexte et de la situation dans laquelle je suis exposé. Je me demande quand même à partir de quand on va considérer ça comme une particularité ou tout simplement une adaptation.